Ils n'ont pas publié les dossiers Epstein. Ils les ont verrouillés. Et si tu crois que ça ne te concerne pas, écoute bien. Quand une institution peut contrôler une vérité comme celle-là, elle peut contrôler n'importe quoi. Parce qu'il y avait une loi, une date limite, un ordre clair signé par le président Trump. Et pourtant, le département de la justice arrive 40 jours après. Pas une erreur. Un délai utile, le temps de filtrer, le temps de couper, le temps de choisir ce que toi, tu as le droit de voir. Et là, le chiffre qui fait basculer toute l'histoire, les procureurs parlaient d'environ 6 millions de pages. Au final, seulement 3 millions sortent. La moitié disparaît dans un processus d'identification et de révision. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Si 3 millions de pages peuvent s'évaporer, alors ce qui reste n'est pas la vérité brute. C'est une version. Alors pose-toi la seule question qui compte. Qu'est-ce qu'ils ont protégé et qui exactement? Parce que le vrai danger n'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui n'a jamais été poursuivi. Tout commence avec un détail que la plupart des gens vont rater parce qu'il ressemble à une simple procédure. Officiellement, le département de la justice explique qu'il a suivi un processus complet d'identification et de révision des documents. Dit comme ça sonne propre. Administratif, presque rassurant. Mais dans une affaire comme Epstein, ce genre de phrase ne signifie pas « on clarifie », ça signifie « on contrôle ». Et le plus troublant, c'est que cette publication n'arrive pas comme un geste volontaire. Elle arrive parce qu'une loi l'exigeait, une transparence forcée. Et quand une institution est forcée de parler, elle ne révèle pas tout. Elle révèle juste assez pour survivre. Maintenant, regarde le schéma. Retard, réduction massive du volume, puis sortie conforme sur le papier. C'est exactement le genre de séquence qui fatigue le public, étire l'attention et transforme une bombe en bruit de fond. Alors la vraie question n'est pas seulement qu'est-ce qu'ils ont publié, la vraie question c'est pourquoi ce dossier a besoin d'être géré comme une crise plutôt que traité comme un crime. La thèse la plus difficile à avaler, mais la plus logique, c'est celle-ci. Le département de la justice ne manquait pas d'informations, il manquait de volonté. Et ce n'est pas une accusation gratuite, c'est directement suggéré par la structure même de ce qui a été révélé. Dans les fichiers, il existe un document interne, un tableau fédéral qui ne décrit pas Epstein comme un prédateur isolé, mais comme le centre d'un système. On y voit une classification froide, presque bureaucratique, des personnes autour de lui, agents, accountants, authorized individuals, associates, et même des gens avec potential knowledge. Ce n'est pas le langage d'un scandale mondain, c'est le langage d'une organisation. Et maintenant, observe ce qui manque. Malgré cette cartographie, malgré cette taxonomie, le résultat public est presque vide. Une seule grande condamnation ressort vraiment. Ghislaine Maxwell. Une décapitation, un symbole. Mais si l'État sait qu'il existe des agents et des authorized individuals, alors pourquoi ne voit-on pas une cascade d'autres inculpations? Voici pourquoi ce détail change tout. Soit le système n'a pas été démantelé, soit il a été protégé. Et dans les deux cas, ça veut dire que la vérité qu'on te montre n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de la partie qu'on ne voulait pas rendre visible. Et c'est là que l'histoire accélère, parce qu'on ne parle plus seulement d'un dossier qui traîne. On parle d'un modèle qui se répète. Un scandale éclate, l'institution promet une révision, puis le temps passe, et l'exception devient la norme. Dans cette affaire, le retard n'est pas un accident administratif. Il fonctionne comme un mécanisme, un amortisseur, un moyen de transformer une obligation légale en sortie contrôlée. Et pendant que l'attention du public s'épuise, le récit se stabilise. Epstein devient le monstre, Maxwell devient la complice et le reste devient une brume. Une zone grise, une série de noms qu'on peut toujours balayer d'un revers de main avec la même excuse, guilt by association. Mais voilà ce qui rend ça dangereux, cette normalisation. Parce qu'une fois que le public accepte l'idée qu'un dossier aussi énorme peut finir avec une seule tête qui tombe, tout le système apprend la leçon.
Il suffit de sacrifier un maillon visible pour protéger la chaîne, et ce n'est pas une dynamique réservée à un seul camp politique. Le texte le dit clairement. L'échec traverse les administrations Clinton, Bush, Obama et Trump. Ce n'est pas un incident, c'est une continuité. Et si c'est vrai, alors ce qu'on regarde ici n'est pas une enquête, c'est une stratégie de containment. Et la suite va te montrer à quel point cette stratégie est devenue presque indétectable. Maintenant, on arrive au passage le plus dérangeant, parce qu'ici, ce ne sont plus des impressions. Ce sont des échanges concrets, des dates, des phrases et un nom qui fait instantanément réagir, Elon Musk. Dans les fichiers, il apparaît une correspondance datée de 2013. Et ce détail est crucial parce qu'en 2013, Jeffrey Epstein n'est pas un inconnu. Il est déjà un délinquant sexuel enregistré avec une condamnation largement connue. Et pourtant, le ton des échanges n'a rien d'un contact prudent ou distant. Musk demande littéralement quelle est la fête la plus folle sur l'île privée d'Epstein. Et Epstein répond « Always space for you ». Toujours de la place pour toi. Puis, l'échange devient presque transactionnel. L'île contre la légitimité. Epstein offre l'accès à son sanctuaire et en retour, Musk offre une visite de SpaceX. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un « on dit ». C'est une logique d'accès réciproque, noir sur blanc. Et voici la contradiction qui change la perception. On nous explique que ces réseaux se brisent quand la vérité sort. Mais là, on voit l'inverse. Même après la condamnation, le stigmate ne suffit pas. L'élite continue, comme si le risque n'existait pas. Et c'est là que tu dois remarquer ce qu'ils ne peuvent pas nier. Pas besoin de prouver un crime pour prouver un système. Et ce système, lui, est intact. Et à partir de là, tout se met à s'empiler. Pas comme une enquête propre avec une conclusion nette, mais comme une série de crises qui se chevauchent, chacune rendant la suivante plus incontrôlable. Première couche, le département de la justice affirme qu'il n'a pas protégé le président Trump et que les communications avec la Maison-Blanche n'ont rien à voir avec la révision. Mais en même temps, le retard de 40 jours existe et la réduction de moitié existe. Donc, même si personne ne téléphone pour donner un ordre, le résultat ressemble exactement à une opération de protection. Deuxième couche, le dossier ne parle pas seulement de relations sociales. Il évoque des tips et des accusations impliquant le cercle de Trump et la question la plus explosive reste suspendue. Est-ce que ces pistes ont été réellement suivies, oui ou non? Troisième couche. Pendant que le public fixe des emails et des noms, la partie la plus dangereuse reste dans l'ombre, l'argent. Le texte parle clairement de follow the money, de banques comme Deutsche Bank et JP Morgan et même de subpoenas encore en attente. Tout ça avance en même temps et plus ça s'empile, plus la machine ressemble à une chose simple, un système qui ralentit juste assez pour ne jamais perdre le contrôle. Alors, pose la question qui fait peur. Qu'est-ce qui se passe si ça continue? Et maintenant, oublie une seconde les grands noms, les îles privées, les emails, parce que l'impact réel, celui qui te touche, toi, se joue ailleurs, dans ce que ce système te fait accepter petit à petit, comme si c'était normal. Quand un dossier de cette taille peut perdre 3 millions de pages avant d'arriver au public, ça veut dire que la transparence n'est pas un droit, c'est une permission. Et quand la justice peut identifier des agents, des authorized individuals, des accounts, mais ne poursuivre quasiment personne, ça envoie un message silencieux. Il y a deux règles, une pour les gens ordinaires et une pour ceux qui ont les bons contacts, les bons avocats et le bon niveau d'immunité sociale. Et toi, tu le ressens dans la vie réelle, même sans jamais ouvrir un seul document. Tu le ressens quand la vérité devient un drip, un goutte à goutte qui épuise l'attention. Tu le ressens quand les scandales deviennent des cycles médiatiques, pas des conséquences. Tu le ressens quand des affaires monstrueuses finissent par ressembler à une simple bataille d'images. Et c'est là que l'histoire devient personnelle. Si ce système peut neutraliser un dossier Epstein, il peut neutraliser n'importe quel dossier. Si ça te semble familier, dis-le dans les commentaires, parce que la prochaine couche est encore plus froide. Ce n'est pas seulement de la corruption, c'est une mécanique. Voici la partie la plus inquiétante, parce qu'elle n'a rien à voir avec un méchant unique. Elle parle d'un mécanisme, et une fois que tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. Le mécanisme, c'est le levier. Epstein n'était pas seulement un homme avec des crimes. Il était un nœud, un point de contact entre argent,
accès et influence. Et quand un nœud comme ça tombe, le système ne cherche pas forcément à tout exposer. Il cherche à éviter l'effet domino. Regarde comment ça fonctionne dans le texte. Le département de la justice retarde, puis il publie en partie, puis il s'abrite derrière des formules de conformité. Pendant ce temps, la société se contente de fragments, des emails, des noms, des insinuations. Et cette ambiguïté est une arme, parce qu'elle permet à chacun de dire « ce n'est que de l'association, ce n'est que social, ce n'est pas une preuve ». Et pendant que le public débat, la vraie structure survit. Les agents, les authorized individuals, les accountants restent invisibles. La justice devient une décapitation symbolique au lieu d'un démantèlement réel. Mais voici le détail qui change tout. Ce système ne repose pas seulement sur le secret, il repose sur l'épuisement. Un goutte à goutte de révélation, assez pour choquer, pas assez pour conclure, assez pour faire du bruit, pas assez pour casser la machine. Et quand la vérité devient un spectacle, l'impunité devient une stratégie. Alors maintenant, on arrive à la question qui flotte au-dessus de tout ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et le texte te donne deux trajectoires possibles, sans te promettre une fin propre. Première trajectoire, la fuite en avant contrôlée, le drip continue. D'autres noms sortent, d'autres fragments, mais sans index complet, sans libération totale, sans vraie enquête qui remonte la chaîne. Le public s'habitue, les accusés se réfugient derrière l'ambiguïté et l'histoire se dissout dans le bruit. Dans ce scénario, le système gagne simplement en survivant assez longtemps pour que l'attention passe à autre chose. Deuxième trajectoire, la rupture par la finance. Parce que le texte insiste sur « follow the money » et il cite des institutions comme Deutsche Bank et JP Morgan avec des subpoenas encore en attente. Si cette partie devient publique, ce n'est plus une histoire de dîner, d'email ou de réputation. C'est une cartographie de flux qui paye, qui finance, qui couvre, qui règle les silences. Et c'est là que l'incertitude devient dangereuse. On est dans un moment où le prochain document peut être banal ou déclencher une cascade. Parce que la prochaine étape n'est pas une révélation, c'est un basculement. Voici l'insight final, celui qui reste dans la tête longtemps après la vidéo. Dans ce dossier, la question n'est pas qui connaissait Epstein. La question, c'est qui le système a choisi d'épargner. Parce que ce que ces fichiers montrent, c'est une vérité simple et glaciale. La justice n'échoue pas toujours par faiblesse. Parfois, elle échoue par design. Retarder, réduire, publier au compte-gouttes. Laisser le public tirer des conclusions sans jamais obtenir la preuve totale. Et pendant ce temps, la machine continue de tourner. Et si tu veux comprendre le monde tel qu'il est, regarde toujours ce qui manque. Les pages disparues, les pistes jamais suivies, les noms jamais convoqués. C'est là que se cache le vrai pouvoir. Si tu veux que je continue à décoder cette affaire, abonne-toi, parce que la prochaine couche n'est pas dans les emails, elle est dans l'argent. Et quand l'argent parle, les secrets ne tiennent jamais longtemps.